Bonjour à tous, savants fous du cinéma et ou génies de la science et tous ceux qui nous écoutent en jouant les petits chimistes dans leur cuisine. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que nous vous proposons, un premier épisode hors série pour une transition en douceur entre la saison 2 et la saison 3. Et à cette occasion, nous allons nous intéresser à la réalité des scientifiques. Le cinéma, voire la fiction, quelle qu'elle soit, s'est souvent emparé de cette figure pour le traduire comme un génie incompris, un passionné exalté ou encore un danger public. Ces clichés ont la vie dure et ne sont pas toujours complètement connectés à la réalité. Pour vérifier tout ça, nous avons à nos côtés Hervé Letreut, physicien du climat à Sorbonne Université et Polytechnique et membre de l'Académie des sciences. Bonjour Hervé. Bonjour. Après avoir décortiqué quelques-uns de ces stéréotypes, nous reviendrons avec vous sur votre réalité et votre parcours, votre engagement scientifique, comment il se traduit, à quel niveau, à la fois individuel, local et international, pour mieux en comprendre les enjeux et la portée. En particulier dans votre domaine qui est le climat, matière engagée s'il en est. Allez, 7ème Science hors série première, c'est parti. Tu calmes, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer vers le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Doc Brown de Retour vers le futur, Sheldon Cooper de Big Bang Theory et même Spock de Star Trek ont en commun un petit truc, c'est qu'ils sont complètement déconnectés du monde à la limite de la sociale. Des génies à n'en point douter, mais pas franchement les plus calés en termes d'empathie et qui semblent constamment avoir la tête dans les nuages et pour certains être carrément excentriques, incapables de revenir sur le plancher des vaches. Hervé, vous qui êtes scientifique et qui fréquentez d'autres scientifiques, jusque-là j'ai raison. Absolument. Est-ce que, à votre avis, il faut être lunaire ? Est-ce que être lunaire, c'est une prérogative pour exercer ce métier ? Non, je ne pense pas du tout. Je crois qu'il y a d'abord des sciences, avec des sciences extrêmement différentes dans nos domaines, dans mon domaine qui est donc celui de l'environnement et des études environnementales. Il y a des gens qui vont en Antarctique, il y a des gens qui restent dans leur laboratoire pour écrire des équations. Il y a une variété assez grande de scientifiques. Et ce qui est certain, c'est que le travail de recherche, c'est un travail qui demande une certaine concentration sur des faits précis. Et que, quel que soit le domaine, ça peut effectivement apparaître comme une forme de manque de lien avec la vie réelle. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font des métiers qu'ils prennent à cœur et qu'on ne classifie pas de la même manière comme étant des gens hors du monde. Ce qui fait peut-être que cette image est associée aux scientifiques, c'est que il est plus difficile de comprendre ce que font les scientifiques. Donc, effectivement, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'espace mental et qui souvent est mal comprise dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle permet de faire. Donc, il y a effectivement un trouble par rapport à ça. Oui. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être tout seul chez vous ou avec des gens et d'un seul coup de vous écrier « Eureka, c'est bon, je l'ai » et de partir, de filer comme ça à l'anglaise, vous lancer dans un calcul étrange ? Quand j'étais en classe préparatoire et qu'on faisait effectivement des maths et de la physique, c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. C'est propre à certaines disciplines. Il y a effectivement des domaines où effectivement les idées viennent à un moment quelconque. Des gens qui m'expliquent avoir une idée extrêmement brillante en étant en train de faire de la montagne et en étant suspendu à un rocher. Voilà. Donc la manière dont le cerveau, à un certain moment, libère des idées quelquefois étranges, mais généralement c'est quand même des cas un petit peu exceptionnels. La plupart des choses se font dans un cadre beaucoup plus normé. On a des bureaux, des vrais métiers. L'image qu'on s'en fait est souvent effectivement un petit peu coloriée par l'étrangeté qu'on peut trouver au type de résultats que l'on obtient. Quand les gens qui font des travaux un petit peu compliqués, c'est très difficile d'aller les expliquer de but en blanc au grand public. Donc ouais, pas tout le monde se tape la tête dans les toilettes comme Doc Brown et arrive avec l'idée du convecteur temporel, quoi. Non, l'idée en fait qu'effectivement il y a dans la science quelque chose qui permet d'avoir un résultat immédiat, parce que c'est ça qu'on voit très souvent dans les films, est une idée assez profondément fausse. Le travail scientifique est au contraire un travail qui se développe sur des échelles de temps assez lentes. C'est pas du tout quelque chose qui se développe brusquement, sans aucune préparation. Il y a toujours, même quand on parle de ces idées un petit peu fulgurantes,
un travail réparatoire, souterrain, important. C'est quelque chose qui est mal compris, cela aussi. Look, it's moving. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. On arrive sur un gros sujet, un gros cliché de la science dans les films, le fameux mad scientist, c'est-à-dire le scientifique qui est un gros danger potentiel. Si le savoir, c'est le pouvoir, eh bien la figure du sachant devient alors particulièrement inquiétante dans le cinéma et les séries. Du docteur Frankenstein, le docteur Octopus de Spider-Man, en passant par le docteur Folamour dans le film du même nom, Seth Bundle dans La Mouche, Walter White de Breaking Bad ou encore Walter Bishop de Fringe, le scientifique a tout d'un fou dangereux qui met en danger la population et lui-même au passage. Alors, Hervé, est-ce que tous les scientifiques sont des psychopathes en puissance qui se prennent pour Dieu ? Non, il y a beaucoup de psychopathes partout sur la planète, malheureusement. On le voit, on peut le constater. Il y a des hommes politiques, quelquefois. Il y a beaucoup de métiers où on peut avoir une certaine capacité d'influence et en user autour d'idées fixes, un petit peu, d'idées récurrentes, d'idées auxquelles on s'accroche, d'idées qui peuvent être fausses, qui peuvent être effectivement très dangereuses. Bien des gens qui sont de très bonne foi et qui font des choix qu'ils peuvent regretter. Ça a été le cas d'Einstein avec la bombe atomique. Il a jugé qu'il fallait qu'ils préviennent les gouvernements américains du risque que les Allemands aient la bombe avant eux. Et ensuite, ce que j'ai lu, c'est qu'il a regretté cela, puisqu'il y a eu ces deux explosions majeures au-dessus du Japon. Donc, c'est quelque chose qui est très visible, effectivement, dès qu'on a des personnes qui sont en situation un peu particulière. Donc, de ce point de vue-là, la science a joué un rôle, en particulier dans les périodes de guerre. Le développement scientifique a été considérablement augmenté en termes de vitesse, de mise au point, de tout un ensemble de méthodes ou d'outils permettant de faire du mal quand même s'il s'agit souvent aussi la frontière entre se protéger ou faire du mal est quelquefois difficile à situer, quelquefois elle est plus claire, mais dans tous les cas, c'est vrai que cette situation a coloré l'image de la science. La science, c'est malheureusement quelque chose qui s'est beaucoup exprimé dans les guerres, au moment des guerres. Maintenant, en fait, en réalité, on voit bien que la science, elle est quand même très contrôlée. On a peu de chance d'avoir, justement, comme Seth Bundle dans La Mouche, qui fait un test pour la téléportation et qui se retrouve pris avec une mouche, et donc se transforme lui-même en mouche et devient une créature particulièrement dangereuse. On voit bien quand même qu'il y a des protocoles, qu'il y a un sens de la déontologie quand même dans la science, très très important, que c'est finalement cette image du savant fou, elle est quand même très restreinte en réalité. C'est certain qu'il y a eu des périodes noires autour de la science dont je n'ai parlé, sur les problèmes, effectivement, dans les situations de guerre, je ne vais pas les rappeler, mais il y a des choses affreuses qui se sont faites. Et ça a quand même conduit, je pense, tous les instituts scientifiques, le CNRS, les universités en France, les grandes écoles, à avoir des chartes de déontologie. Donc, ça ne veut pas dire que tout est balayé, que tout est propre. Il y a toujours des choses nouvelles sur lesquelles il faut réfléchir à nouveau. On parle par exemple on peut envoyer des particules dans l'espace, dans la haute atmosphère, qui peuvent refroidir la planète, mais en causant des problèmes qu'on ne sait pas bien imaginer, mais qui peuvent être très dangereux. Ça se fera pas par les scientifiques de métier, ces choses-là. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des tentations, mais ils ne viendront pas vraiment du monde de la science. Ils viendront surtout des gens qui ont envie d'aller vite sur certains problèmes. Donc il y a un besoin d'éthique, mais ce besoin d'éthique, il est couvert aujourd'hui. Il est couvert très, très largement. Il peut y avoir des failles, mais enfin, il y a
il y a une préoccupation éthique dans le domaine de la science qui est forte. Mais on voit aussi quand même dans beaucoup de ces films-là ou ces séries que souvent c'est aussi des grandes entreprises, par exemple, qui en quête de faire de l'argent assez régulièrement, de créer le produit, la chose qui leur permettra d'avoir un certain pouvoir, utilisent ce savoir scientifique ou font appel à des scientifiques pour développer des choses qui finalement sont dangereuses au bout du compte. Donc est-ce qu'il y a peut-être une différence entre le scientifique j'allais dire presque universitaire, qui fait des publics, et celui qui vient travailler dans des entreprises, qui a un risque finalement qu'on transforme cette éthique scientifique. Si vous voulez, il y a deux choses dans ce qu'on peut appeler l'éthique scientifique. Il y a d'abord de faire un travail qui soit contrôlé sur sa qualité, enfin, de s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie, qu'il n'y ait pas de faux résultats. Bon. C'est une partie de l'éthique. Et puis il y a aussi tout ce qui est l'usage qu'on peut faire de la science. Ça, c'est une autre forme d'éthique qui est plus difficile. Savoir si tel ou tel usage de la science est quelque chose qui va être utile, qui peut au contraire être nocif, comment l'encadrer. Tout ça, ce sont des questions qui peuvent être très, très difficiles et qu'on retrouve aujourd'hui dans des situations très différentes. Donc effectivement, cette éthique-là, elle est nécessaire, elle est difficile à mettre en œuvre. On voit bien qu'il y a des armes qui peuvent être dangereuses, qui peuvent avoir un effet à double tranchant. Donc il y a beaucoup de situations où les résultats de la science peuvent être bénéfiques, peuvent être maléfiques. Et donc c'est au contraire, c'est normal qu'il y ait une réflexion qui, à certains moments, puisse être inquiète par rapport à ces choses-là. Donc en fait, c'est pas la science le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est plutôt ça l'idée. Elle offre des outils qui sont souvent un peu plus puissants, donc éventuellement un peu plus menaçants. Donc elle demande à être surveillée, effectivement. Hervé, est-ce que, dans votre parcours, ces clichés véhiculés par la fiction sur le monde scientifique, comme le génie asocial ou le savant fou, vous ont freiné ou même gêné ? Ça aurait pu jouer, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai failli ne pas faire à cause de ces clichés-là. C'est clair que le métier de chercheur, à un moment donné, m'a fait peur. Je me rappelle quand j'ai su que j'allais pris à Normal Sup en maths ou en physique, j'ai fait le jour où j'ai appris ça, je suis rentré chez moi à Bordeaux, là, et dans le train, je me rappelle, je me suis vu dans une espèce d'immense hangar avec des machines, avec des choses compliquées, et en sortant, je me suis dit non, je vais pas faire des choses pareilles. Après, c'était qu'un rêve, mais c'est vrai que j'avais une forme de crainte en fait vis-à-vis de ces métiers-là. Cette crainte venait de choses que j'ai entendues, qui m'ont poursuivi pendant ma première année d'études. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la recherche, c'était finalement un métier assez large. Moi, quand je suis devenu climatologue, quand je commençais à m'intéresser au problème de climat, il n'y avait pas ce mot de climatologue. J'ai eu l'impression d'ouvrir une petite porte et puis derrière de voir un monde énorme. À ce moment-là, toutes ces représentations un peu négatives ou un peu inquiétantes ont disparu assez vite. Je me suis senti là où j'avais envie d'être finalement. Mais c'est vrai qu'il y a une vision de la science qui peut être péjorative, et je suis professeur, et je sens qu'il y a encore beaucoup de jeunes d'une génération, donc il y a peut-être maintenant quelques décennies de moins que moi, qui sont encore sensibles à ces idées reçues. Hervé, nous avons vu ensemble quelques stéréotypes que le cinéma met en avant chez les scientifiques. Mais avec vous, on va parler un peu de votre réalité, votre quotidien, ce que vous faites concrètement. Déjà, vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, physicien du climat. C'est comme ça qu'on vous définit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est comme ça que j'ai construit ma carrière, si je puis dire. Donc c'est parce qu'on est toujours au départ étudiant dans une discipline. Pour moi, c'était les maths et la physique. Donc, et j'ai cherché des lieux d'application de cette physique. Et il y avait beaucoup dans l'école normale supérieure des applications vers l'infiniment grand ou vers l'infiniment petit. Et moi, je cherchais quelque chose qui soit entre les deux, qui soit à distance des humains. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai choisi... que j'ai cherché pendant assez peu de temps, finalement. J'ai trouvé très vite un laboratoire qui existait depuis
quelques années et qui était un des premiers laboratoires consacrés à l'étude du climat, de la météorologie en tant que science du court terme, et puis aussi du climat déjà en tant que science qui se projette un peu plus loin dans le temps. C'était quand vous dites l'un des premiers ? C'était dans les années fin des années 70, dans cette période-là, dans une phase où les enjeux climatiques se dessinaient de manière souvent liée au contexte agricole. Voilà, comment nourrir la planète. Il y a eu des guerres, la guerre du Biafra, il y a eu des sécheresses très graves au Sahel. Donc il y avait une préoccupation très très forte sur ces thèmes-là, et c'est ce qui nous guidait un peu dans le travail qu'on faisait. Nous, le travail que j'ai fait à cette époque-là, c'était un travail de mathématiques et physique qui avait été initié par d'autres précurseurs et qui consistait à essayer de construire des modèles climatiques, c'est-à-dire des formes de modèles de planètes virtuelles, si vous voulez, à partir desquelles on pouvait essayer de comprendre ce qui allait se passer sur la planète réelle. Donc ça a été le travail qui était déjà en route un peu partout. Les premières alertes réelles sur la réalité possible d'un changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, c'est la fin des années 70, un rapport d'un scientifique américain, coordonné par un scientifique américain tout à fait éminent, qui est malheureusement décédé peu de temps après, M. Charney, et qui disait déjà l'essentiel à ce moment-là, qu'à partir des premiers modèles climatiques, c'est-à-dire qu'on risquait d'avoir un réchauffement de la planète important voulant dire éventuellement une amplitude à peu près similaire à celle d'une transition glaciaire interglaciaire. Et ça, en l'espace, éventuellement, ça dépendait de la vitesse à laquelle on émettait des gaz à effet de serre, mais ça pouvait se passer dans un siècle, avec des conséquences donc extrêmement importantes. Et les gens réagissent assez vite à cela. Dans nos laboratoires, en France, moi je l'ai vu apparaître avec un certain décalage de peut-être... je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Mais il y avait des gens de mon laboratoire qui étaient impliqués là-dedans. Mais ça m'a rejoint milieu des années 90, un peu avant même. Oui, même bien avant. On est plutôt au milieu des années 80. Et c'est le problème qui m'a rejoint à ce moment-là et qui m'a plus quitté pratiquement, qui est devenu ensuite l'enjeu majeur auquel j'ai essayé de me consacrer pendant toutes ces années, en fait, jusqu'à maintenant. Oui. Et comme vous disiez, vous étiez étudiant en mathématiques et en physique, et vous avez voulu aller vers un domaine qui soit plus proche de l'humain, c'est-à-dire pas, voilà, comme vous dites, pas l'infiniment petit, pas l'infiniment grand. Qu'est-ce que ça dit de vous aussi, en tant que scientifique, de vouloir que vos sciences soient applicables à l'humain ? Alors moi, je suis fils d'un médecin, donc il y avait derrière ça l'idée de faire quelque chose de différent, mais faire quelque chose qui soit quand même dans les valeurs paternelles. Donc j'avais ce souci-là très, très fortement. Et on parlait beaucoup, comme je l'ai dit, de nourrir la planète. C'est des choses qui me semblaient un objectif utile, un objectif auquel on pouvait se dédier. J'ai toujours eu un peu d'hésitation à l'idée de faire tourner ma vie autour de choses qui sont lointaines, qui sont dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Donc effectivement, de trouver quelque chose qui s'incarne dans du réel, ça a été nécessaire pour moi. C'était nécessaire, mais c'est venu lentement comme quelque chose qui a pu être peut-être réellement utile, parce qu'on était en train quand même de construire des outils mathématiques. Un modèle de climat, pour donner une idée, c'était un modèle qui... les modèles actuels, qui sont un peu plus développés, mais c'est de l'ordre du million de lignes de calcul. C'est un travail collectif qui dure des décennies, qui se développe sur des décennies. C'est quelque chose de réellement difficile au niveau scientifique. Donc cet enjeu-là était là aussi. Mais on a toujours eu, en tout cas j'ai fait partie de ceux qui ont toujours pensé que si on ne cherchait pas à l'appliquer, ce serait quand même une perte par rapport à ce qu'on cherchait à faire au début. Et maintenant, vous avez
travaillez avec le GIEC, vous travaillez pour Acclimatera, on va revenir un petit peu sur ce que c'est, et vous êtes aussi professeur. Est-ce que c'est aussi des moyens de faire continuer ce travail que vous avez fait en labo aussi, de continuer à travailler autour du climat à des niveaux très humains, encore une fois? Il y a beaucoup de choses qui sont venues petit à petit, c'est des hasards, et puis des choses qu'on saisit ou qu'on saisit pas. Donc pour tout ce qui est enseignement, en fait, j'ai saisi et même suscité les opportunités d'enseigner. Et c'est vrai que ça il y a aussi des besoins quelquefois d'avoir un petit salaire en plus. Voilà. On va pas se mentir, faut bien dire. Hein. Donc, mais le fait de chercher à passer par des enjeux qui étaient les enjeux d'enseignement pour essayer de faire d'autres choses éventuellement, c'était vraiment une volonté. C'est-à-dire que petit à petit, le fait de pouvoir enseigner est devenu quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, j'enseigne peut-être trop, mais c'est vrai que c'est un sentiment d'utilité que l'on a, un sentiment de lien avec des gens que l'on a qui est vraiment très, très fort, très important, et qui m'a beaucoup aidé en fait dans mon travail, d'avoir ce lien avec des choses qui sont de l'ordre humain et qui sont de l'ordre de personnes vraiment proches avec. Hein. On n'est pas dans une réflexion sur des enjeux très lointains. Et d'ailleurs, vous parlez j'ai mentionné Acclimatera, donc si je dis pas de bêtises, c'est un comité scientifique régional sur le changement climatique, situé, j'ai peur de dire une bêtise, en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, on est à un niveau... Parce que là, on parlait des étudiants, donc là, on est à un niveau micro, personnel quasiment. Là, on est au niveau régional. Le GIEC, c'est même carrément un niveau international. C'est important d'avoir ces phases d'engagement à plusieurs niveaux. Le GIEC, le fait que le climat change, ça, c'est quelque chose qui a effectivement, je l'ai dit, s'est développé dès la fin des années 70. On s'en est rendu compte que c'est quelque chose qui était croissant, qui était rapidement croissant. Donc l'idée de sortir un peu de nos laboratoires pour en parler, c'est quelque chose qui est venu de manière nécessaire. Et donc avec au début quand même une certaine timidité qui nous a été reprochée, mais enfin c'est vrai qu'on ne peut pas, à partir de nos petits calculs, sortir en disant voilà, et c'est la fin du monde, il faut... Voilà, on garde pour nous. Voilà, mais donc on garde pas ça pour nous, mais en même temps on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que cela, que les problématiques qui sont posées sont des problématiques qui sont complexes. Il y a des problématiques d'ordre physique, mais aussi on est dans un monde où il y a des humains, où il y a de la biodiversité, il y a des tas d'autres choses. Donc c'est le langage que j'ai pu personnellement développer autour de ça. C'est un langage qui tient compte aussi d'autres réalités que celle de nos modèles, de nos équations. Mais c'était important de pouvoir parler de ce qu'on a, de le dire. Donc oui, ça fait partie vraiment beaucoup de notre travail. Là, ce qui s'est passé en région Aquitaine, c'est deux choses. D'abord, c'est ma région de formation, d'origine, de famille. Donc, malgré un petit côté breton quand même aussi, mais enfin c'est... Faut toujours le dire. Faut toujours le dire. Donc, c'est une opportunité. Alors, le président de la région, Alain Rousset, et puis d'autres personnes autour m'ont demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose qui soit dans la ligne de ce qu'on faisait à l'échelle... à la grande échelle, à l'échelle de la planète, avec nos modèles, de manière plus détaillée sur la région Aquitaine. C'était pas Nouvelle-Aquitaine encore. Et moi, ça m'a intéressé parce que c'est ma région et que je la connais, et que je m'y intéresse au-delà des problèmes climatiques. Donc, on a formé un petit groupe qui a grandi, et puis c'était l'intérêt régional était partagé par tout le monde, oui. Après, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait un intérêt en soi, qui dépassait très largement la région. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. C'est de se dire que la région, c'est un lieu où on peut regarder, dans ce que je disais tout à l'heure, les choses dans leur complexité. On est face à... On a bien sûr, on subit les tempêtes, les choses qui viennent de loin, les choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Et donc, de ce point de vue-là, on apporte pas grand-chose, d'une certaine manière. On est prisonnier de ce qui se passe ailleurs. Mais on voit que c'est une problématique où
on peut étudier le lien entre ce qui est physique et ce qui est humain, et ce qui est biophysique, tout ce qui est... et ça, c'est quelque chose de très important, parce que finalement, la chose la plus difficile aujourd'hui, on a mis beaucoup de gaz à effet de serre, beaucoup des choses dont on parlait au début pour réduire le réchauffement de la planète ne sont plus possibles. Donc on doit essayer de faire au mieux, donc d'arbitrer par rapport à ce qui reste possible. Ça demande vraiment aujourd'hui de comprendre les différents aspects, les différentes problématiques qui se rejoignent les unes aux autres, enfin éventuellement qui sont en contradiction les unes avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a tous frappés. On est obligé d'avoir un regard un peu différent. Et ce regard différent, le domaine local est un domaine tout à fait éclairant par rapport à ça, parce que les gens sont liés à ces paysages par aussi de l'affect, mais parce que on est obligé d'arbitrer sur un terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des éoliennes? Est-ce qu'on fait des centrales solaires? Est-ce qu'on fait des agrocarburants? Est-ce qu'on fait rien du tout parce qu'on veut garder comme c'est? Donc il y a beaucoup de choix qu'on doit faire maintenant, qu'on doit arbitrer. Et comment on les arbitre, c'est pas quelque chose de tout à fait évident. Et on s'est rendu compte assez vite, en fait, que ce que l'on pouvait dire en tant que scientifique, il y avait à la fois une recherche énorme faite en région Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine. On a fait 2 livres là-dessus. Il y avait peut-être 400 personnes à peu près qui ont participé. C'est très, très lourd. Mais la prise en compte directe de ça par les décideurs est relativement faible. Elle est relativement faible parce qu'on n'a pas les mêmes langages, les mêmes éthiques, les mêmes manières de se manifester face aux autres. On n'a pas les mêmes priorités. Moi, j'étais surpris de voir à quel point les gens qui travaillent sur la biodiversité prennent le problème de manière quand même très différente de ceux qui travaillent sur les enjeux climatiques un peu plus physiques, qui sont ceux des gaz à effet de serre. Donc, j'ai trouvé que c'était un endroit vraiment très intéressant pour mettre tout ça en perspective de manière différente. On a pu voir récemment le dernier rapport du GIEC et il est particulièrement alarmant, un peu comme tous les autres, vous me direz. Ça vous arrive à vous aussi, en tant que scientifique, parfois d'être frustré par une sensation d'inaction ou tout simplement très inquiet pour l'avenir ? Nous, on est quand même dans un collectif. On est dans un collectif, ce qui fait que on ressent peut-être les choses, en fait, moins difficilement que beaucoup de gens. Aujourd'hui, il se développe aussi une forme d'éco-anxiété qui est peut-être plus fortement sensible pour les gens qui comprennent pas complètement les enjeux que pour les scientifiques. Les scientifiques, on a quand même une certaine perception de ce qui se passe qui modère peut-être l'anxiété. Mais pour beaucoup de gens, on leur dit voilà, c'est très grave. On leur dit pas quoi faire. C'est aussi une des dimensions qu'on peut avoir quand on s'intéresse à une région, quelle qu'elle soit, c'est que on est sur un espace que les gens dominent. Ils peuvent essayer d'imaginer ce qu'on peut faire. Il y a une notion qui a été très, très mal comprise, je pense, à certains moments, qui est celle d'adaptation au changement climatique. L'adaptation, ça veut dire que on n'est plus capable d'empêcher les choses complètement. Donc, on anticipe, on prend des mesures. Voilà. C'est quelque chose d'essentiel parce qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de tout empêcher. Et il y a des choses qui sont vraiment irréversibles. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Donc, ça veut dire qu'il faut limiter cela au maximum, certainement. La définition du maximum est très difficile. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Qu'est-ce qu'on préserve vraiment ? Qu'est-ce qu'on rend... qu'est-ce qu'on ne veut plus voir ? C'est des situations qui sont délicates. Donc, je pense qu'on a vraiment aujourd'hui, on est dans une phase où on doit essayer de donner des messages positifs aux gens, le plus possible quand même, parce que sinon, affectivement, c'est pas les scientifiques, c'est les gens auxquels les scientifiques s'adressent qui vont avoir un gros problème à ce niveau-là. Oui. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à
à cette éco-anxiété, parce que j'en ai eu des témoignages multiples, et je crois que on a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut, en tant qu'humain sur cette planète, on est peut-être la première espèce qui est capable d'anticiper ce qui va se passer. Ce qu'on a fait avec les modèles climatiques, on a anticipé de 15 ans, 20 ans par rapport à ce qui était clairement visible, ce qui allait se passer. Donc cette capacité d'anticiper doit nous donner aussi une capacité à prendre des mesures préventives pour tout le monde, dans des lieux qu'on réfléchit, avec des diagnostics qui demandent un peu d'effort. Avec aussi, on doit réfléchir à des filières différentes, agricoles, de transport. Donc tout ça, je pense que ça doit inciter à agir, en fait. Ça ne doit pas inciter à rester cloîtré dans l'anxiété. Que peut la communauté scientifique alors pour mettre en place ces solutions, ces changements ? On n'est pas là pour donner des ordres, mais on est quand même là pour éclairer les problématiques qui se posent. Et c'est une des choses que j'ai bien aimé à la région Aquitaine, c'est la possibilité de serrer un petit peu entre les scientifiques qui essayent de donner des repères, et puis des élus qui sont élus, donc qui ont cette légitimité de l'élection et qui se projettent différemment sur ces problèmes. Et donc on a parlé d'Acclimatera, il y a Neoterra. Neoterra, c'est plutôt le domaine des élus ou des services que les élus pilotent. Donc je crois que c'est important d'avoir ces regards un peu croisés sur ces disciplines et sur ces enjeux, je crois. Vous avez fait le choix d'orienter vos recherches dans le domaine du climat, une matière qui est déjà un engagement en soi, puisque le climat affecte directement les humains et nos sociétés. Pensez-vous que chaque scientifique, selon leur spécialité bien sûr, se doit d'avoir un engagement civil ? Alors, le problème de l'engagement est très, très discuté dans nos laboratoires, et de fait, il renvoie aussi à la difficulté qu'on a à dire ce que veut dire ce mot. Le mot engagement n'est pas un mot finalement si simple que ça. Il y a une différence énorme entre l'engagement de personnes qui prennent des risques pour leur vie, et puis des gens qui travaillent et puis qui essaient de rendre leur travail accessible à d'autres personnes. C'est pas tout à fait le même niveau d'engagement, donc on est plutôt dans cette deuxième phase quand même. Donc c'est pas. Mais je crois que oui, c'est une nécessité, parce qu'il y a des domaines sur lesquels on est les seuls à savoir, entre guillemets. Donc c'est un peu pédant de dire ça, parce qu'on n'est jamais les seuls, il y a beaucoup de gens, mais enfin, globalement, quand même, on est une petite communauté de scientifiques. Et je crois qu'il faut qu'on dise ce que l'on sait. Quelquefois, ça va un petit peu au-delà des lignes conventionnelles. Moi, je prends quelquefois l'exemple de ce qui s'est passé, ce qui se passe au Brésil. On a une forêt amazonienne qui est une forêt qui est réellement un patrimoine pour l'humanité. C'est contrairement aux forêts qui sont celles de nos pays dans les régions modérées, où il y a eu des glaciations qui ont effacé toutes les forêts, elles ont repoussé, donc la biodiversité qui est présente est beaucoup plus faible que celle des forêts amazoniennes ou des forêts de la zone intertropicale. Quand on les brûle pour planter du soja, c'est un crime. On ne peut pas un crime contre la planète. Donc là, je pense qu'on est obligé de dire cela. On est obligé de dire ces choses-là, parce que c'est un patrimoine qui existait bien avant qu'existe le Brésil. Donc quand le Brésil dit c'est notre territoire et il est à nous, c'est quand même c'est à nuancer, on va dire. Donc je crois qu'il y a ce besoin quand même de dire ce que l'on sait quand on est quand même un peu seul à le savoir. Je crois que c'est très important. Après, je crois qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les domaines où on est expert et puis ceux où on est moins expert. Donc on est souvent sollicité pour des pétitions, moi je fais toujours assez attention à ça, parce que je crois que c'est très important de garder la rigueur de ce qu'est la démarche scientifique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est bien d'avoir une sorte de séparation, comme à la région Aquitaine, entre Acclimatera, les scientifiques, et puis Neoterra, les gens qui mettent en action. Parce que c'est des éthiques assez différentes, et je pense qu'il faut trouver un moyen que les gens puissent
s'engager, puisqu'on a utilisé ce mot-là, mais sans faire aucune concession à l'éthique de leur métier de scientifique. Je crois qu'il faut rester vraiment extrêmement strict par rapport à ça. Si vous parliez à un jeune scientifique qui commence justement dans un labo ou au CNRS ou autre, est-ce que vous lui diriez qu'il est nécessaire à un moment donné que son travail peut être très théorique, il doit aussi, à un moment donné, savoir le rendre applicable, ou en tout cas le rendre compris du plus grand nombre? Oui, alors je pense que c'est... Alors il y en a beaucoup qui le font, hein. Je pense que c'est bien. La vraie difficulté, c'est effectivement tout ce domaine où on n'est plus tout à fait compétent en tant que scientifique, mais on reste quand même impliqué en tant que citoyen. Donc, comment on définit cette zone-là? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors là, il y a vraiment une difficulté qui renvoie chacun à ce qu'il pense faire de mieux. Et donc, quand on s'adresse à des jeunes étudiants, on tombe là-dessus aussi. Plus les sont jeunes, moins ils ont peut-être d'expérience, plus ils ont envie de dire des choses. Donc il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Donc ça, chacun s'en remet à sa conscience, hein, je pense. Et on a la chance de pouvoir le faire dans un pays comme le nôtre. Avant de vous laisser, je voulais savoir, Hervé, s'il y avait une figure de la fiction, issue du cinéma, de la série ou même de la littérature, qui vous a inspiré. Qui vous a donné l'envie et peut-être même le courage de vous lancer dans cette carrière scientifique dédiée au climat? Alors, par rapport au métier, c'est difficile à dire. J'étais pas... Moi, j'ai une partie de ma vie qui a été dirigée par Tintin et Milou. C'est une très bonne idée. Hein. Voilà, donc je sais que Michel Serres partageait ce goût-là aussi. Il y a beaucoup de gens qui... Et donc, j'ai toujours été dans la... Il y a deux personnages quand même. Il y a bien sûr Tintin, mais c'est surtout le capitaine Haddock d'un côté et Tournesol de l'autre. Alors pour moi, Tournesol, c'était un personnage très sympathique, mais auquel j'avais pas du tout envie de ressembler, et donc il a failli me pousser en dehors de la science. Alors que le capitaine Haddock, c'est quelqu'un qui m'a toujours été très sympathique, parce que ça donne l'idée que on n'a pas besoin d'être un grand homme pour réussir de temps en temps à faire des grandes choses. Voilà. Donc de ce point de vue-là, j'ai toujours aimé le capitaine Haddock. Merci Hervé Letreux d'être venu casser quelques clichés et nous donner des nouvelles de la communauté scientifique, de sa réalité et de ses engagements à travers votre expérience. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve rapidement pour la nouvelle saison de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.